représente l'amour entre deux personnes, mieux, c'est un réel engagement dans une vie commune qui implique des droits et des obligations tels que la fidélité, la solidarité, le partage d'une résidence familiale ou encore des biens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tribune des femmes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'importance du mariage. Le mariage, une obligation pour la femme? C'est la question à laquelle mènent deux invités, Dr Claude Azalou Tingbe, socio-anthropologue, et Lucienne Aliko Ogouman, conseillère conjugale et familiale, essayeront de répondre. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonsoir Carole, bonsoir chers téléspectateurs. Carole. Alors, nous allons démarrer par la première rubrique de cette émission. Elle s'intitule « Parlons-en ». Je commencerai par vous, Madame Ogouman. Dites-nous, c'est quoi le mariage? Le mariage est une union entre un homme et une femme. Et c'est basé sur l'amour. Sans amour, il ne peut y avoir de mariage valable. Docteur Tingbe, oui. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette définition? Pas grand-chose. Madame Ogouman a précisé entre un homme et une femme. C'est le cas au Bénin, parce que sous d'autres cieux, c'est une autre définition. Donc le mariage, c'est l'union entre un homme et une union qui est basée et qui doit respecter en fait les réglementations en vigueur dans le pays et les lois et réglementations qui régissent en fait le microcosme local et social dans lequel ces deux individus évoluent. Il y a combien de sortes de mariages? En général, il y a 3 grands types de mariage. Tous les autres types de mariage se classent dans ces 3 grands types. Vous avez le mariage traditionnel, dans lequel aujourd'hui, principalement, il y a le mariage d'affinité, qu'on appelle aussi le mariage conjugal. Autrefois, il y avait le mariage préférentiel, le sorora, le lévira, qui sont aujourd'hui combattus par la démocratisation des sociétés. Ensuite, à part ce mariage traditionnel, vous avez également le mariage... Vous voulez parler du mariage forcé, il faudrait bien que ce soit clair. Oui, bien sûr, ces mariages, que ce soit préférentiel, sorora, lévira, sont aujourd'hui classés parmi les mariages forcés, ce qui est aujourd'hui combattu parce que la démocratisation de nos sociétés veut que chaque femme puisse être assez libre pour faire de manière délibérée son choix afin de construire de manière solide sa famille et son foyer. Ensuite, vous avez le mariage civil, dans lequel l'État officialise directement le couple et la famille. Vous avez ensuite le mariage religieux. Il faut dire qu'ici au Bénin, le mariage civil ne comprend que le mariage hétérosexuel. Et au niveau du mariage religieux, nous avons le mariage chrétien. Hétérosexuel, l'homme et la femme. Oui, hétérosexuel, l'homme et la femme. Ensuite, vous avez le mariage religieux, dans lequel vous avez le mariage chrétien, le mariage musulman et les autres mariages qui sont conformément établis en vertu de la foi que en fait, le citoyen a par rapport à son Dieu. Donc voilà les 3 grands types de mariage et tous les autres types de mariage sont classés parmi ces 3 grands types. Madame Aliko, dites-nous, quel est le meilleur mariage parmi les 3 cités par le docteur? Le meilleur mariage, selon moi, est celui basé sur l'amour, sans aucune contrainte et qui a la bénédiction des parents, la bénédiction de la famille, parce que nous ne devons pas nous unir sans la bénédiction des familles et sans la bénédiction de Dieu. Pourquoi nous ne devons pas nous unir sans la bénédiction des parents? Parce qu'on voit des parents aller contre le choix de leurs enfants. Oui, mais les parents sont nos géniteurs. Ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués.
Et s'ils sont contre un mariage, c'est à tort ou à raison, parce que les parents connaissent à peu près les tendances de tout un chacun de nous. Si vous voulez épouser une fille contre la volonté de ses parents, il ne faut même pas insister. Il vaut mieux faire demi-tour. Sinon, demain, quand il y aura des problèmes, à qui vous allez vous adresser pour dire, voilà, votre enfant est très malade, votre enfant est décédé. C'est des choses qui arrivent. Selon moi, si les parents refusent fermement de vous donner leur bénédiction, il vaut mieux faire demi-tour carrément. Docteur, dites-nous, quel est le meilleur mariage? Oui, d'abord, il faut dire que tous ces grands types de mariages sont importants. Que ce soit le chrétien, c'est important pour la foi, puisque c'est un sacrement. Le civil, c'est important pour le civisme, déjà, de la personne. La dot est aussi importante. Mais quand on regarde les trois types de mariage, on remarque que sans la dot, aujourd'hui, au Bénin, vous ne pouvez plus faire le mariage civil, vous ne pouvez plus faire le mariage religieux. Parce qu'arrivé chez le maire va vous demander, est-ce que vous avez pris le soin de faire la dot? Arrivé chez le prêtre ou le pasteur ou chez l'imam, lui-même va vous demander, est-ce que vous avez pris le soin de faire la dot? Donc, par ce raisonnement, je peux dire que parmi ces trois grands types de mariage, le plus important à faire d'abord, c'est la dot, qui prend en compte l'union des familles et par ricochet déjà l'acceptation de ces deux familles. Parce que qu'on le veuille ou non, le mariage en Afrique et au Bénin continue de demeurer une union de famille. Et ce que Mme Aliko disait tout à l'heure, on remarque aisément dans la société que même jusqu'à aujourd'hui, quand les parents ne sont pas d'accord, il n'y a pas la paix dans les foyers. Donc ce qu'elle a dit n'est pas à banaliser. Alors, Madame Ogumon, dites-nous, quelle est la place du mariage dans la vie d'une femme? Quand une femme n'est pas mariée dans notre société, elle n'est pas considérée. Elle n'est pas considérée parce que dans notre société, le mariage fait la femme. Et on dit souvent que le mari constitue le grand chapeau, le chapeau à large bord qui est sur la tête de la femme. Donc la femme même ne se sent à l'aise que sous le toit de quelqu'un. Elle ne se sent elle-même épanouie que sous le toit de quelqu'un, portant le nom de quelqu'un, et cela la valorise dans son milieu et la valorise parmi ses beaux-parents. Quand tu vis avec quelqu'un, que la personne ne se marie pas avec toi, tu es considéré comme un passe-temps. Mais nous avons déjà fini nos BDA, et quand on a fini. Et quand il y a les enfants? Oui, le concubinage. Le concubinage, dans notre société aussi, n'est pas tellement bien vu parce qu'on a toujours l'impression que tu as usurpé le bien d'une autre et que avec les enfants sont des biens donnés par Dieu, mais ce n'est pas une obligation. Tu as des enfants que Dieu te donne, tu t'en occupes, mais même avec les enfants, quand tu n'es pas marié, on n'est pas à l'aise dans notre société. Et la société est bâtie comme ça,
et on ne vous considère que quand vous êtes avec quelqu'un. Docteur, je ne dirais pas quelle est la place du mariage dans la vie de la femme, mais je dirais plutôt que on constate tout simplement que le concubinage, comme je le disais tantôt, est le mariage en vogue actuellement. Oui, on remarque assez aisément qu'il y a beaucoup de couples qui sont en concubinage. Certains le sont par aussi défaut financier. Mais ce n'est pas une raison. Absolument, absolument, il faudrait que ceux qui désirent réellement vivre ensemble et que la volonté soit partagée des deux côtés fassent le nécessaire pour faire la dot. Quand on parle de dot, aujourd'hui, ça a un peu changé. Autrefois, un liqueur, cola, pain, ça suffisait. Ça, c'est la petite dot, parce qu'il y en a la petite, il y a la petite dot, il y Même, a la grande dot. Même la grande dot, c'est le pain qui fait surtout la différence. Quand le pain rentre dedans, ça devient Ça la grande devient dot. la grande dot. Quand le pain rentre dedans, ça devient la grande dot. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se plaignent du fait que les mariages traditionnels, la dot, devient onéreuse. Et avec des listes un peu pharaoniques. Ça pourrait constituer des freins, je vais dire. Donc, il faudrait également qu'au niveau culturel, nos familles puissent revoir également ces copies. Parce que vous avez des gens qui ont envie de faire la dot, mais qui ont des difficultés financières. Autrefois, c'était le boulot qui courait derrière les gens. Aujourd'hui, ce sont les gens qui courent derrière le boulot. Et si la personne n'a pas encore une situation financière stable, à minima stable, ça lui est un peu difficile. Mais ce n'est toujours pas une raison. Il y a toujours des moyens de négociation pour revoir. Donc ça veut dire qu'il faut que le couple négocie, il faut que les familles également fassent le nécessaire pour accepter la négociation, pour que tout soit fait afin que la dot soit réellement chose effective en République du Bénin. Il y a beaucoup de couples qui se limitent uniquement à la dot, au mariage traditionnel, j'allais dire. Est-ce que ça doit être cela? Parce qu'on n'est pas obligé de faire un mariage civil pompeux ou encore un mariage religieux pompeux. Non, pas du tout. Aujourd'hui, avec la démocratisation, il faudrait, ce que la société recommande, c'est d'aller au mariage civil. Le mariage religieux n'est pas une obligation, ça dépend de la foi de chacun. C'est ceux qui expriment certaines foi dans un cadre religieux qui se voient obligés, puisque à ce niveau, le mariage devient un sacrement. Mais aux yeux de la loi, c'est une énorme contribution pour un couple d'aller vers, en réalité, le mariage civil. Parce que ça a des avantages. Et au niveau du mariage civil, vous avez la possibilité de faire communauté de biens et la possibilité de faire séparation de biens. C'est vrai que quand on parle de communauté de biens, c'est un casse-tête et aujourd'hui, c'est de plus en plus déconseillé par les conseillers matrimoniaux. Donc, il faut en tout cas choisir le régime qui arrange pour que la société, l'État, en réalité, puisse davantage aider les couples, les ménages, les familles, puisque l'organisation politique d'une société commence d'abord par ce microcosme familial-là, le couple. Tout à fait. C'est très important. Ça commence d'abord par le couple. Si le couple se porte bien, la famille se porte bien, la société se porte bien, politiquement, le pays et l'État également se portent très bien. Et pourquoi dans notre société, quand la femme n'est pas mariée, il y a un problème qui se pose? Comment l'expliquer au plan sociologique? Au plan sociologique, il faut savoir que chaque société définit ses systèmes de valeurs, ce qui leur est propre, ce qu'ils se sont représentés comme idéal. Donc il y a les idéaux qui caractérisent les valeurs. Au niveau du mariage d'une femme, d'abord dans notre sociologie, le mariage est considéré comme une institution. Et la femme
est considéré comme l'être par excellence qui fait du mariage et de la famille, en réalité, l'ultime but, c'est-à-dire on voit, on perçoit dans le mariage d'une femme sa capacité maximale à contribuer à l'évolution de sa société. Ça veut dire quoi? Quand René Descartes disait « je pense donc je suis », dans nos sociétés africaines et béninoises, pour la femme, c'est « je me marie donc je suis ». C'est quand elle est mariée que véritablement on sait qu'elle a une existence sociale. Ça veut dire que depuis que la fille est dans le ventre de sa mère, on fait déjà ses calculs, on commence déjà par lui parler en tant que bébé. Ah, tu vas bien te marier, tu trouveras un bon mari, tu vas bien garder des enfants, tu vas bien garder ton foyer. Donc, la valeur d'une femme dans notre société africaine et béninoise se mesure dans sa capacité à se marier, à faire des enfants, à bien gérer son foyer de manière à ce que le foyer soit stable. D'où l'histoire de Nyon Kwesi, un peu comme on le dit dans notre langue maternelle. En quelque sorte. Nyon Kwesi. Mais il faut dire aussi que dans les temps anciens, les femmes également travaillaient. Quand les hommes étaient au champ, les femmes également faisaient les activités de récolte. D'une certaine manière, elles participaient à l'unité de production familiale. Puisque la famille n'est pas que un lieu de production d'enfants, mais c'est également un lieu de production économique, c'est également un lieu de socialisation, c'est également un lieu d'éducation, c'est un lieu de coopération. Donc ce n'est pas qu'un lieu, en réalité, ce n'est pas qu'une institution de reproduction. Madame Ogouman, vous êtes mariée, j'imagine que vous aviez fait les 3 mariages, c'est-à-dire le mariage traditionnel, le mariage civil et le mariage religieux. Dites-nous, à quel âge la femme doit se marier? Oui, la majorité de la femme, à partir de 18 ans, la femme peut se marier déjà. Elle est mûre à 18 ans, au plus 25, 21 ans. Mais actuellement, nous avons les études qui retardent le mariage dans nos sociétés. Parce que la fille, elle veut être quelqu'un. Elle veut avoir un diplôme. Elle veut avoir un emploi. Et ne pas aller au mariage les mains vides, comme on le dit. Mais de plus en plus, on voit nos filles se marier vers les 25-30 ans. Déjà qu'à l'université, elles peuvent déjà faire des enfants, mais le mariage même, il faut aller jusqu'à 25 ans et même au-delà, à cause des études. Partagez-nous votre expérience. À quel âge vous avez été mariée? Moi, j'ai fait mon mariage civil, je l'ai fait à 25 ans. J'avais déjà commencé à travailler, sage-femme, et j'ai fait un enfant, puis j'ai fait le mariage civil. Et la dot, avant? Voilà. La dot. La dot, je l'ai eu après. Je l'ai eu bien après. Parce que, vous savez, tous les hommes n'aiment pas dépenser leurs sous pour la dot. Ils croient que c'est... Une manière d'acheter la femme ou... Non, même pas. C'est une dépense inutile. La femme a déjà accepté, une fois qu'elle est déjà sous son toit, il a déjà gagné la loterie. Donc, pourquoi se gêner encore pour aller donner la dot à de tierces personnes, alors que c'est son argent? Il va aller investir pour la femme. Non. Alors que moi, j'ai eu la dot bien plus tard. Bien plus tard. Oui. Comment appréciez-vous cette expérience en tant que sociologue?
Oui, c'est caractéristique de la société moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Déjà, je disais que les moyens financiers, les rassembler, constituent aujourd'hui un défi pour beaucoup d'hommes. Donc, du coup, quand ils font le calcul par rapport à combien ils vont dépenser pour la dot, le résultat, la conclusion est tout de suite tirée. Mais je voudrais quand même rappeler que parmi les 3 mariages, la dot, je la considère toujours comme le mariage le plus important, sincèrement. C'est ça qui redonne de la valeur au couple, ça redonne de la valeur à la femme, ça redonne également de la valeur à l'homme. Donc, en aucun cas, ce n'est une vente de la femme, il faut le dire encore à nouveau, parce que souvent, quand les listes sortent, les hommes commencent par se plaindre. Il faudrait que la dot, c'est un symbole. Il faudrait que ça reste véritablement un symbole pour que d'autres interprétations ne viennent dans les têtes des hommes. Alors, Madame Gouma, est-ce que le mariage est obligatoire pour la femme? Avant, on pouvait dire que le mariage est obligatoire. Mais vu ce qui se passe maintenant dans nos sociétés, on est un peu dubitatif. Sinon, le mariage pour la femme est une très bonne chose. Cela lui confère une certaine stabilité dans son foyer, dans sa belle famille. Ça lui inspire le respect dans son milieu et elle est considérée comme une vraie femme, une femme respectable. Docteur, est-ce que le mariage est obligatoire pour la femme aujourd'hui? Autrefois, le mariage est obligatoire aussi bien pour la femme que pour l'homme. Nécessaire. Comme je l'ai dit déjà au début, c'est je me marie donc je suis. Ça, c'était avant. C'était avant que d'autres cultures ne se mêlent à nos modèles normatifs. Je vais parler par exemple de l'époque de la colonisation qui a marqué quand même un début de l'arrivée de plusieurs cultures. Il y a eu des cultures, des modèles normatifs qui se sont contredits, qui se mettent même en compétition. Du coup, aujourd'hui, sur certains aspects, nous notons un certain marasme culturel qui fait qu'aujourd'hui, le mariage a quitté pour la femme l'aspect obligation pour devenir aspect choix et pour devenir aussi aspect luxe, puisque ne se marie plus qui veut dans notre société d'aujourd'hui. Mais qui peut. Mais qui peut. Il faut d'abord faire un bon choix. Trouver le conjoint idéal pour une femme et se marier aujourd'hui, c'est devenu un luxe. Aujourd'hui, une femme qui se décide d'aller au mariage, c'est devenu également un choix. Pourquoi? Parce que on a vu assez de mariages, assez de disharmonie conjugale, assez de mariages qui se sont soldés par des divorces. Même les mariages religieux, où on pensait que tout est scellé pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire, on voit que quand le pire la rentre dedans, chacun prend sa jambe à son cou et trace son chemin. On ne peut pas les accuser, puisque chacun d'entre eux sait ce qu'il ou elle a vécu. Puisque quand ça tourne mal, il y a des conjoints qui se retrouvent avec des problèmes d'hypertension, avec différentes conséquences qui, en réalité, finissent par obliger la désunion. Donc aujourd'hui, c'est un choix, mais je précise encore que bien que ça soit un choix pour la femme, le mariage est toujours une valeur. La femme aujourd'hui qui se marie est toujours mieux vue dans la société que celle qui ne se marie pas. Aussi, ce constat est le même pour les hommes. Quand vous êtes un homme, vous avez un certain âge,
et on vous voit. Vous n'êtes pas marié, vous êtes aussi mal vu. Donc, il ne faut pas qu'on dise seulement que c'est la femme qui est stigmatisée quand elle n'est pas mariée. L'homme aussi est stigmatisé à un certain âge. On se demande, déjà dans la société, les gens vont vous dire en fond, est-ce qu'il est avare? Donc, à un certain âge, on commence aussi par dire, mais si le gars aussi ne se marie pas, ça veut dire qu'il n'a pas assez d'importance. Donc, le mariage est toujours une obligation, mais aujourd'hui, beaucoup plus un choix et un luxe pour la femme. Madame Ogouman, quelles sont les bases d'une union solide? Parce que c'est beau de parler du mariage, de l'importance du mariage. Quelles sont les bases d'une union solide aujourd'hui? D'abord, il faut aimer la personne avec qui on veut se marier. Et il faut l'étudier et voir qu'il y a une certaine harmonie, une certaine entente entre vous, une certaine confiance entre la personne et toi. Et que vous vous asseyez pour parler de ce que sera votre foyer quand vous serez ensemble. Il ne faut pas se marier en l'air parce que les belles paroles, les paroles sucrées qu'on vous avance, les promesses, beaucoup de promesses. Et je me souviens très bien que mon papa me disait, si l'homme te fait 10 promesses, il n'exécutera pas 3 avant la fin de ta vie. Donc, quand j'y pense, et à travers le temps, je vois qu'il avait raison. Il faut que ce soit, vous vous asseyez, dialoguez, faites-vous confiance, que ce ne soit pas des promesses vaines. Parce que moi, j'ai vu un mariage, le jour où les gens s'étaient mariés et ils étaient en train de danser sur la piste, le portable sonne et le type dit « Excusez-moi, hein, j'arrive ». Il est parti. Il est parti. Alors qu'il sortait de l'église. Il est parti. Il est parti rejoindre une autre femme. Comment est-ce possible et pourquoi il se marie alors? Tu as dit ça, non? Les choses qui se passent maintenant dans notre société, là, nous devons nous méfier, hein, parce que se marier, c'est très beau, c'est très bien, mais il faut partir sur une base solide. Et il faut être sûr de ce qu'on est en train de faire et de là où on met les pieds. Voilà. Docteur, comment avoir une union solide? D'accord. Le mariage est une affaire d'hommes et de femmes et non une affaire de garçons et de filles. Le premier critère, c'est d'abord être mature. Il faut s'assurer qu'on soit mature d'abord. Il faut s'assurer que l'autre personne qu'on veut choisir soit également mature. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait que la personne qu'on choisisse puisse regarder dans la même direction que soi. On a l'habitude de dire que s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Puisque quand on se regarde l'un l'autre, on va se trouver beau et belle tout à l'heure, mais demain, on va se trouver que, bon, tiens, peut-être il a un front trop gros, un nez trop, ou un pied, bref, on finit par se trouver des défauts. Or, quand on regarde dans la même direction... Forcément, surtout quand il s'agit de la femme, parce qu'avec la maternité, la femme ne garde toujours pas sa belle forme du début. Voilà. Donc, alors que quand on prend son temps pour regarder dans la même direction, on est suffisamment préoccupé par les défis qu'on doit réaliser ensemble, qu'on oublie en réalité de regarder les défauts de l'un et de l'autre.
Troisième chose, il faudrait, comme l'a dit Madame Aliko, il faudrait nécessairement qu'il y ait l'amour à la base. Aujourd'hui, nous avons la douloureuse remarque de voir que beaucoup de mariages se font sans amour. Et c'est ça qui crée un certain nombre, en réalité, de problèmes. Il faudrait que après, quatrième critère, dans le couple, il faudrait une communication saine qui soit observée. Et une communication saine ne peut être observée sans la maturité des deux personnes. Donc, ce sont des points très importants pour pouvoir travailler à la stabilité d'un couple. Un couple doit avoir en réalité des objectifs fixés et c'est ça, regarder dans la même direction, doit s'atteler à essayer de les réaliser. Donc, la femme doit vérifier tout ça, tous ces critères avant de se lancer. Alors, nous allons marquer une courte pause. C'est l'heure de la deuxième rubrique de cette émission. Nous allons faire la part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bienvenue. Le mariage, une obligation pour la femme? On me dira oui, parce que nous sommes en Afrique et l'honneur de la femme se trouve sous le toit d'un homme. A priori, je peux l'accepter. Cependant, c'est une aberration de penser que la femme doit obligatoirement se marier pour être honorée. Dans un mariage, c'est la femme qui est le socle de la réussite et qui se sacrifie pour donner naissance à la progéniture de l'homme. C'est donc elle qui apporte l'honneur à l'homme et non le contraire. Posons-nous les bonnes questions. En quoi le bonheur de la femme dépend forcément de son mariage? Et d'ailleurs, en parlant d'honneur, en quoi est-ce un honneur de se faire tabasser par son mari? De s'offrir le mati pour se gosier d'être femme mariée? Pour avoir des enfants? Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire d'être marié pour avoir des enfants. La médecine a évolué et les enfants à adopter, il n'en manque point. Le mariage est une bonne chose. Personne ne remet cela en cause. Nonobstant, comme le dit l'adage, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mariage oui, mais bonheur d'abord. Merci, amis de Faisons la part des choses. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Alors, docteur, voilà, vous venez de suivre la nuance que nous avons faite. Comment appréciez-vous cette nuance-là? Oui, ce qui m'a surtout intéressé, c'est que elle a dit le mariage, oui, mais le bonheur, c'est important. Et ce qu'il faut viser aujourd'hui surtout, c'est ça. Il faut être sûr. C'est vrai, la certitude de 100% n'existe nulle part, mais il faut être sûr que la personne avec qui on s'engage œuvrera également comme soi à ce que le bonheur soit construit. Parce que le bonheur se construit chaque jour. Certains pensent que parce qu'ils se sont mariés, tout va tomber du ciel. Non. Il y a un certain nombre de sacrifices à faire de la part des deux conjoints pour petit à petit s'harmoniser. Forcément, il y a des choses que chaque conjoint doit laisser. Et l'art de vivre à deux, c'est surtout de respecter les principes des uns et des autres. Ça veut dire quoi? L'homme, déjà dans la fréquentation, dans le cheminement, doit avoir eu le temps de présenter un certain nombre de principes et la femme doit également faire pareil de manière à ce que chacun puisse savoir, ah, tiens, je ne dois pas faire telle chose à mon conjoint pour que notre bonheur ne soit entaché. Donc, c'est très important d'aller dans ce sens. Et je vais finir également par dire, il y a une chose que beaucoup oublient dans le mariage, c'est le côté spirituel. Puisqu'on dit que Dieu est amour. On ne peut pas parler de mariage en occultant Dieu, en fait, de l'institution qu'est le mariage. Donc, il faudrait que, selon les religions de chacun, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des mariages interreligieux qui marchent bien, visiblement, un homme chrétien, une femme musulmane, et ça leur marche absolument très bien, mais il y a toujours quand même une culture spirituelle derrière ça. Les deux arrivent quand même à communier spirituellement pour pouvoir davantage appeler le divin à enrichir en amour leur union. Et c'est très important pour le bonheur.
Madame Okoran, vous venez de suivre la nuance que nous avons faite tout à l'heure. Comment l'appréciez-vous? Moi, j'apprécie bien ce qui a été dit, surtout concernant le bonheur, parce que on ne se met pas ensemble pour se martyriser. On ne se met pas ensemble pour se détruire, mais on se met ensemble pour se construire, pour fonder une famille, avoir des enfants si Dieu nous en donne et leur donner une bonne éducation. Donc, quand on se met ensemble, c'est pour être heureux et ne rien regretter de son choix. Donc, le bonheur est important et nous devons œuvrer à le construire. Voilà, docteur, pourquoi la femme aujourd'hui a du mal à se marier dans notre société? D'accord, merci. Les raisons sont diverses. Il y a d'abord les raisons économiques. Aujourd'hui, il est plus utile pour une femme d'aller dans son foyer en ayant quand même un boulot. Et il est plus utile pour l'homme aussi. Aujourd'hui, il y a d'abord les raisons économiques. Le chômage, la misère ambiante qui constitue un frein au mariage d'une femme ou à l'épanouissement d'une femme au sein de son mariage. Deuxièmement, j'ai envie de parler du féminisme mal compris et mal exploité. Nous œuvrons tous pour l'égalité des sexes, pour la valorisation des droits de la femme. Parce que dans les années 1800, où 100 et quelques femmes ont été tuées parce qu'elles ont réclamé un meilleur salaire que les hommes, quand on se remémore cette histoire, ça pique. Donc nous voulons tous aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement du Bénin fait un bon travail pour pouvoir assurer cette équité-là au niveau des droits de la femme. Mais il y a des femmes qui comprennent mal la chose. Et Simone de Beauvoir le disait déjà, que le féminisme qui avait commencé depuis la création de ces pilules contraceptives avait fait que, avec le temps, les femmes se sont accaparées de la place de l'homme. Il est aisé d'entendre aujourd'hui les femmes dire « Moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Hein. Ah non, 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 je n'en ai pas besoin. J'ai mon boulot, j'ai mes enfants. Paf. » Mais c'est un leurre. Donc, il y a des femmes qui ont pris le temps de prendre la place de l'homme. Et Jean-Paul Sartre, dans sa théorie masculine, disait que l'homme, aujourd'hui, est obligé de se conformer à une place que la femme s'est faite. C'est-à-dire, l'homme ne trouve plus sa place et est obligé de s'adapter dans le couple. Donc, aujourd'hui, il y a ce problème qui menace, en fait, nos familles. C'est une mauvaise compréhension de la chose. Vous entendez des femmes qui disent, puisque c'est égalité de sexe, quand mon homme se fâche, quand mon mari se fâche, ah ben, moi-même, je me fâche. S'il sort de la maison, je sors de la maison. Et pour elles, c'est l'égalité, c'est cette compréhension de l'égalité de sexe qu'elles ont. Tout en oubliant que l'égalité de sexe dont on parle, c'est la valorisation des droits de la femme au même titre que l'homme. Mais dans le foyer, c'est une affaire plutôt de complémentarité. Même quand on voit les gens qui sont homosexuels, si ce sont des femmes homosexuelles, il y a toujours une femme qui joue le rôle de l'homme. Ça veut dire que les femmes qui disent « moi je n'ai pas besoin d'un homme », soit c'est une ignorance, soit c'est une malcompréhension totale. Ça veut dire que les femmes doivent aller davantage à la meilleure compréhension du féminisme. Le féminisme n'est pas s'accaparer la place de l'homme, chasser l'homme de sa vie, non. Le féminisme, c'est de tout faire pour valoriser les droits de la femme, son autonomisation dans le foyer. Donc, il faudrait que cette chose soit mieux comprise pour que les foyers se portent véritablement mieux. Les autres freins à l'épanouissement de la femme dans le mariage, c'est le manque d'activité. Quand la femme n'a rien à faire dans la maison, c'est très difficile en réalité pour son épanouissement. Donc, voici 3 raisons parmi nombre de raisons qu'on pourrait citer ici.
Madame Ogouman, la même question pour vous. Pourquoi, selon vous, les femmes peinent aujourd'hui à se marier? Les femmes peinent à se marier parce que elles pensent que elles ont déjà tout ce dont elles ont besoin. Elles ont le travail, elles ont une bonne place sociale, elles ont une belle maison, elles se suffisent à elles-mêmes et qu'elles n'ont pas besoin de s'encombrer d'un homme. Alors qu'en réalité, la femme a toujours besoin de l'homme, qu'elle le veuille ou non. Une femme seule ne peut pas s'épanouir. L'argent ne fait pas tout dans la vie. L'argent, on le cherche, on le dépense, mais sans l'homme, il n'y a pas l'esprit de complémentarité. Il faut vivre avec quelqu'un. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les avantages du mariage? Les avantages du mariage sont multiples, surtout quand le choix est bien fait. Et je voudrais déjà dire, par rapport aux raisons qu'on vient d'évoquer pour la difficulté d'épanouissement des femmes, il y a aussi le mauvais choix. Le mauvais choix du conjoint par la femme peut lui créer assez d'obstacles à son propre épanouissement. J'ai envie de parler de l'éducation également. Parce que quand une femme n'est pas bien éduquée, elle aura de difficultés à rester sous le toit d'un homme. Oui, et l'éducation est des deux côtés en fait. Une femme qui n'a pas reçu une bonne éducation ou à qui on a donné une bonne éducation et qui a volontairement refusé de l'exploiter, parce qu'il y a ces cas aussi, il y a des femmes qui préfèrent suivre l'éducation de la rue, de la camaraderie. De la rue. Bien qu'elles aient des parents bien sensés, qui aient de bonnes valeurs morales. Quand cette éducation pose problème, souvent les hommes se plaignent souvent, quand on entend dans la société, du problème de respect. Le plus souvent, les hommes sont intolérants, ou presque intolérants par rapport à ça. Et donc, quand la femme ne travaille pas à laisser, par exemple, ses défauts, pour travailler à cultiver un certain nombre de qualités, ça lui est extrêmement difficile, en réalité, de s'épanouir dans le foyer. Mais le problème d'éducation n'est pas qu'au niveau de la femme. Parce que si la femme est très bien éduquée, et que l'homme aussi n'est pas bien éduqué, il y aura toujours un problème. Il y aura toujours un problème dans le foyer. Mais c'est vrai que spirituellement, la femme a plus de puissance que l'homme. Même quand l'homme n'est pas bien éduqué, avec le temps, si elle le veut réellement, elle peut arriver en réalité à canaliser cet homme. C'est vrai, elle va perdre un certain nombre de plumes avant de le réaliser. Oui, allez-y. Elle va perdre un certain nombre de plumes avant de réaliser cet objectif. Mais toujours est-il que c'est possible quand c'est la femme qui doit essayer de canaliser l'homme. Mais quand c'est le contraire, c'est presque impossible à un homme d'essayer de canaliser. Il le fera. Mais combien de plumes va-t-il perdre? Donc, c'est pour dire, il y a cette affaire d'éducation. Et nous, aujourd'hui, en socio-anthropologie, on conseille à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des retraites. Avant de te marier en tant qu'homme, il faut aller à une retraite comme une formation pour qu'on t'enseigne un peu comment ça doit se passer. Quelles sont les règles que tu dois respecter. En dehors de tout ce qui se dit lors de la dot, il faudrait aller. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a des écoles de mariage qui permettent aujourd'hui quand même à beaucoup de couples d'aller se renseigner sur comment ça doit se faire. Donc la femme aussi doit aller à cette retraite et apprendre quels sont les comportements que je dois utiliser. Puisque la vie de couple, c'est carrément autre chose que la vie familiale que chacun avait vécue dans sa propre famille. Et nous, en anthropologie, on dit, ta belle famille est même ta famille originelle. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la femme est appelée, par exemple, à passer plus de temps chez son mari que chez sa propre famille. Donc, en anthropologie, on considère que la famille originelle même de la femme, c'est-à-dire, en fond, on dit, oh, Joro, belle famille, ton gondon.
Ça veut dire que d'essence, elle était déjà née au niveau de sa belle famille avant d'être née au niveau de la famille dans laquelle elle vient pour aller se marier. Et c'est vice-versa également pour l'homme. Donc, il est important aujourd'hui que la femme qui veut aller aujourd'hui au mariage fasse ces démarches pour davantage apprendre sur quelles sont les attitudes, les comportements adéquats qu'il faut avoir au sein du foyer. Et il faudrait que l'homme également fasse le même exercice. Venons-en aux avantages. Les avantages du mariage sont très multiples, surtout quand le choix est bien fait. Vous avez une belle éducation des enfants. Vous avez vous-même une joie immense. Parce que ce qu'on oublie, c'est que dans chacun de nos domaines professionnels, nous employons un certain nombre d'énergie. Et dans son cocon familial, dans son couple, quand c'est bien, quand le mariage est bien, quand les choses en tout cas sont bien ficelées et que les vents et tempêtes qui viennent, le couple arrive à les gérer, à les surmonter, il y a cette bonne énergie qui dynamise chaque membre du couple. L'homme devient performant dans son milieu professionnel, la femme devient performante dans son milieu professionnel, les enfants commencent par exceller véritablement dans leur milieu académique et tout ça, ça génère assez de fruits où il y a la prospérité qui vient dans la famille, il y a la chance qui vient dans la famille, il y a assez de paix, il y a assez de santé. Parce que les scientifiques ont déjà dit que toutes les maladies qui existent aujourd'hui dans le monde viennent d'un seul problème, le stress. Et quand le mariage est bien fait, le stress est géré. Donc tout ce qu'il y a comme stress au dehors, l'homme et la femme viennent en fait décharger ce stress-là à la maison pour repartir encore le lendemain ragaillardi, plein d'énergie, pour faire face en fait aux défis. Donc voilà les avantages majeurs que moi je peux noter au niveau d'un bon mariage. Madame Gouman, les avantages d'un bon mariage. Oui, dans un bon mariage, il y a d'abord l'épanouissement du couple. Il y a la paix. Il y a la maternité pour la femme. Quand la femme est enceinte, pour donner des enfants, elle supporte bien sa grossesse. Les enfants grandissent dans un milieu bien épanoui, où l'amour règne, les parents s'entendent bien, ils dialoguent bien et on sent qu'ils sont heureux. Le mari est heureux, la femme est heureuse et les enfants grandissent en harmonie dans la maison. Merci à vous. La dernière rubrique de cette émission, on va retrouver la coach Gladys Agege Adam Soulé pour ses conseils. La question que nous nous posons, c'est celle-ci. Le mariage, est-ce une obligation pour la femme? Eh bien, je dirais d'emblée non. Le mariage n'est en aucun cas une obligation. D'ailleurs, quand on veut se marier, la loi stipule, et même à l'église ou à la mosquée, que ce soit librement et sans contrainte. Donc, compte tenu des lois de notre pays, le mariage ne peut être nullement une contrainte, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Néanmoins, sur le plan social, il existe évidemment dans notre culture certaines conditions qui font que la femme qui n'est pas mariée est mal considérée. Dans notre culture, être une femme seule, c'est ne pas avoir réussi sa vie, quel que soit ce que vous auriez fait sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan social, quels que soient les exploits que vous auriez faits, eh bien, ne pas être marié demeure souvent la seule façon pour les autres de vous juger. En effet, c'est l'un des critères les plus importants
dans la société béninoise pour juger si une femme a réussi ou non. Elle est mariée, je dirais plutôt, elle vit avec un homme, elle a des enfants, tout va bien, elle a réussi sa vie. Peu importe à quoi ce mariage ressemble, peu importe si elle doit y mourir et peu importe si elle y est heureuse ou pas. Or, dans la Bible, il est écrit que celle qui se marie fait bien, mais celle qui ne se marie pas fait mieux. Donc, il est important de comprendre qu'on doit pouvoir avoir le choix. Il faut choisir de se marier ou de ne pas le faire. Il faut que ce soit une décision personnelle, une décision dont vous êtes sûr, une décision que vous avez prise en considérant tous les facteurs qui vont venir sur votre chemin comme des obstacles. Que ce soit le regard des autres, surtout le regard de votre famille qui va souvent vous considérer comme un échec, que ce soit les amis, que ce soit les autres membres de la société qui vont souvent vous envoyer des piques parce qu'ils considèrent que vous n'avez pas réussi. Vous devez être prête à supporter tout ça. Alors, il suffit simplement, après avoir pris votre décision, de savoir vous préparer psychologiquement à tout ce que cela va entraîner comme débat, comme attaque sur le plan personnel. Mais si vous savez clairement ce que vous voulez, si votre objectif, c'est d'avoir une vie qui prend en compte d'autres facteurs que celui du mariage, vous êtes absolument libre de le faire. Peu importe le temps que ça prendra, les autres finiront par comprendre que vous avez fait le meilleur choix pour vous. Voilà, chers invités, vous venez de suivre la coach Gladys Agege Adam Soulé qui pense que le mariage n'est pas obligatoire pour la femme, c'est un choix qu'on doit pouvoir assumer. Quelle est votre lecture de tous ces dits? Oui, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, aujourd'hui on remarque que c'est beaucoup plus une question de choix et de luxe. Mais il est important de dire que le mariage garde toujours sa valeur dans notre société. Cela veut dire quoi? Il voudrait tout faire quand même pour se mettre dans cette posture-là. Parce que l'homme se donne, rentre dans la société et la société rentre également dans l'homme. Et il vaut mieux marcher dans ces valeurs culturelles de la société pour être plus épanoui. Cela veut dire quoi? Il faut s'atteler et faire ce projet-là de se marier. Ce n'est pas une obligation. Mais pour pouvoir mieux vivre dans la société, il faut faire ce projet. Faire ce projet signifie tout faire pour faire un bon choix. Et quand le choix est bon, quand le mariage est bon, le reste, c'est bon. Mais quand le choix est mal fait, on ne peut pas obliger, en fait, la femme à rester nécessairement dans un mariage mal fait qui pourrait la tuer un jour. C'est là où l'aspect obligation revient. En fait, le mariage n'est pas une obligation dans ce cadre-là. Mais il faudrait que toute femme y pense parce que absolument, dans notre culture, tout au moins la dot, elle est très importante pour l'identité personnelle de la femme, puisque la femme qui reçoit des clichés tous les jours dans une société finira par s'altérer son mental elle-même. D'où c'est idéal que la femme fasse ce projet et puisse chercher la bonne personne pour pouvoir réussir. Madame Ogouman, comment appréciez-vous l'avis du coach? Oui, ce que le coach a dit est bon, mais comme nous vivons dans une société et qu'il faut accepter les valeurs sociales, moi je pense qu'il vaut mieux aller au mariage. Et comme l'a dit le docteur, c'est un problème de choix. Comment faire pour trouver le bon mari?
comment faire pour trouver la bonne femme. Tout le problème est à ce niveau. Si tu trouves un bon mari avec qui tu t'entends et que la femme aussi a une bonne éducation, adopte la valeur du mariage, moi je crois que le mariage est bon. Le mariage est mieux, mais il n'est pas sans inconvénients non plus. Que dire des inconvénients du mariage? Rapidement pour... Rien n'est sans inconvénient dans la vie. Surtout la vie à deux n'est pas toujours du miel tous les jours. Il y a aussi des jours fiels qu'il faut accepter, gérer et évoluer. Mais nous ne pouvons pas d'emblée dire que le mariage est mauvais. Non, moi je ne suis pas pour Docteur, ce concept. Pour Madame Ogouman, le mariage reste bon. Parlez-nous pour finir, pour boucler cette émission rapidement, des inconvénients du mariage. Le bon mariage n'a pas d'inconvénients. C'est vrai, se marier, c'est briller. Ce qui brille attire toujours des adversaires. Le seul inconvénient qu'on peut dire, c'est que vous aurez à faire des combats. Que ce soit des adversaires spirituels ou physiques, vous aurez à faire des combats. Mais le bon mariage n'a, à part ça, aucun inconvénient. Le mauvais mariage a assez d'inconvénients. La souffrance de la femme, la souffrance également de l'homme, qui donne comme conséquence assez de maladies, le stress, les hypertensions artérielles, vous en avez qui font des AVC, vous en avez qui développent assez de maladies et toutes les portes au dehors commencent par se fermer petit à petit pour tout le monde. Pour l'homme, pour la femme, pour les enfants. Donc, d'où la question est très importante. Il faudrait qu'une femme, avant réellement de faire ce choix, puisse prendre le temps de réfléchir, de voir si est-ce que l'homme avec qui je veux y aller, est-ce qu'il partage en majorité les mêmes valeurs que moi? Est-ce que surtout, il regarde dans la même direction que moi? Si moi je suis une femme par exemple, et que je n'ai pas de gros projets, et que je veux me marier avec un homme qui aime avoir de gros projets, là, il y aura problème. Tout à fait. Donc, un homme ambitieux avec une femme ambitieuse. Une femme non ambitieuse avec un homme non ambitieux. Il faut savoir regarder dans la même direction. Dans la même direction. Merci à vous, docteur Timbi Azalou. Voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de votre émission Tribune des femmes. Vous nous avez suivis. À vous de faire le bon choix en tant que femme pour ne pas souffrir dans votre foyer. À très bientôt pour un autre numéro de Tribune des femmes.